Le Figaro Histoire, la grande guerre des Grecs. Léonidas, Xerxès, Marathon, les guerres médiques sont une épopée immense qui a inspiré le cinéma. Entre batailles mythiques et héros de légende, le Figaro Histoire raconte ce choc des mondes entre Grecs et Perses. Le Figaro Histoire, la grande guerre des Grecs, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Je pense que c'est toujours intéressant de faire un pas de côté et surtout de prendre de la distance sur tout ça, notamment grâce aux langues anciennes. C'est difficile de faire des activités qui durent même 20 minutes. On a des altercations entre des élèves et des professeurs parce que les élèves vont chercher soit du détail sur une attitude, soit ils vont trouver qu'une punition est injuste. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, je suis Aude Cérès. Bienvenue dans le podcast du Figaro qui vous parle d'engagement, de dépassement et de don de soi. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des femmes et à des hommes qui bâtissent un monde meilleur pas à pas. Bienvenue dans Les Engagés. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un enseignant, parce que l'enseignement, c'est aussi un don de soi, un enseignant passionné et touche à tout. Alors qu'on nous explique parfois qu'il est plus important d'apprendre à coder, de faire des lignes de code, j'ai eu envie de rencontrer quelqu'un qui s'attache à transmettre un savoir tout aussi important et essentiel, si ce n'est plus essentiel. Guillaume Diania est professeur de français, de latin et de grec ancien. Bonjour Guillaume. Bonjour Aude. Donc Guillaume, vous enseignez dans un collège à Asnières. Vous enseignez le français, le latin et le grec depuis une dizaine d'années. Vous avez 35 ans. J'ai une première question, Guillaume. Comment est-ce qu'on en vient à 25 ans à enseigner le grec ancien au XXIe siècle ? Qu'est-ce qui a créé un déclic chez vous ? Ce déclic-là vient notamment du collège, où j'ai eu des profs exceptionnels, mes deux enseignants de latin au collège, que j'avais eu par ailleurs en français, donc je les connaissais déjà avant, qui étaient absolument passionnantes. Dont une, Mademoiselle Carinco, qui était pleine d'énergie, qui chantait parfois les leçons, donc je me souviens encore du personnage, et d'autres au lycée aussi, qui étaient très marquants. Celui qui m'a suivi sur les 3 années de lycée. Donc, je pense que là, ça tient surtout aux enseignants. Après, j'ai toujours été un peu curieux des mondes anciens, déjà la préhistoire, évidemment. Je suis un enfant des années 90, donc j'ai grandi avec Jurassic Park. Donc, forcément, tout ce qui était assez éloigné dans le temps m'intéressait. Mais je me suis rapproché de l'Antiquité, notamment grâce à ces enseignants-là. Vous vous souvenez des premiers textes de grec ancien qui vous ont ému ou parlé ? Je dirais surtout le banquet de Platon. Je pense surtout à ce texte-là parce qu'on l'avait étudié sur la longueur. Alors je pense que c'était en première avec mon enseignant de lycée. Le mythe des androgynes ou d'autres passages encore. Ouais, c'est ça qui a été le plus marquant. Le reste semblait assez compliqué puisqu'on avait un nombre d'heures limité en grec. On avait la moitié du nombre d'heures, donc on avançait assez doucement. Donc le travail sur les textes était compliqué, hormis quelques vers d'Anacréon, où il est en train de chanter le fait que la terre boit et tout le monde en fait fait la fête. Grand souvenir. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important que des jeunes d'aujourd'hui se frottent à ces textes et à cette civilisation ? Déjà, je rappelle bien, maintenant l'intitulé de ces options-là, c'est Langue et culture de l'Antiquité, ce qui remet les deux sur un même pied d'égalité. Comme on n'apprend plus le latin ou le grec pour faire de la version ou du thème, on l'apprend principalement pour entrer dans la culture et dans la civilisation. Je trouve que c'est toujours intéressant et utile pour augmenter sa culture générale, évidemment. Quand on va dans un musée, on croise pléthore d'œuvres inspirées par l'Antiquité. Donc forcément, il faut avoir des clés de lecture. Au-delà de ça même, il y a des événements dans l'Antiquité qui peuvent trouver des échos dans des événements soit actuels, soit de l'histoire récente. Donc je pense que c'est toujours intéressant de faire un pas de côté et surtout de prendre de la distance sur tout ça, notamment grâce aux langues anciennes. Et pourtant, vous notez une baisse du nombre d'élèves qui pratiquent les langues anciennes à votre niveau et au niveau global. Je crois que c'est environ 30 000 élèves qui apprennent le grec, peut-être plus le latin. Je vais vraiment parler du niveau très local de mon établissement, où effectivement, je note une baisse assez forte du nombre d'inscrits,
mais qu'on peut lier à plusieurs facteurs. Alors peut-être un manque d'ambition, puisque des langues comme l'allemand ou le chinois, dans mon établissement, notent aussi une baisse d'inscription. Mais en parallèle, on a ouvert énormément d'options dans mon établissement, puisqu'on a euro-anglais, euro-espagnol, on a une classe sciences, on a une classe média, même une option d'histoire des arts. Donc il y a vraiment une offre d'options qui est assez conséquente dans mon établissement. Donc forcément, le nombre d'inscrits diminue, mais dans tous les cas, c'est souvent les mêmes élèves qui demandent plusieurs options. Et par ailleurs, vous avez lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Le Prof de latin grec. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça et qu'est-ce que vous expliquez dans vos vidéos ? Comme beaucoup de créateurs, j'ai commencé pendant le confinement. À l'origine, c'était vraiment faire des tests de correction de version, de petites phrases de traduction grecque. Comme ça, je testais l'outil, je testais la plateforme aussi, le retour des élèves parce que je m'entendais très bien avec eux et ils pouvaient clairement me faire des retours directs. Donc c'était cette ambition-là. Puis après, je suis parti sur la grammaire latine, donc des vidéos de grammaire latine pour expliquer la conjugaison du verbe être, le présent, la première, deuxième déclinaison, etc. Ce qui me permet d'avoir des capsules utilisables déjà pour moi, pour mes élèves, mais aussi pour les collègues. L'ambition d'origine, c'était couvrir la grammaire latine. Je pense que j'ai couvert à peu près toute la morphologie. Et je voulais me lancer dans le grec, mais le temps m'a manqué. Idem pour le français. Ça viendra un jour. Mais j'ai préféré glisser doucement vers Instagram. En voyant d'autres collègues créer des vidéos, créer du contenu culturel et lié aux différentes matières de l'enseignement, je me suis dit, pourquoi pas le faire en latin et en grec. Donc j'ai commencé avec de l'étymologie, où j'ai pris des mots, et ce que je fais en classe, en fait, je prends un mot qui a l'air un peu compliqué et je le décortique. Si je prends chronophage, par exemple, chrono, c'est le temps, phage, c'est le fait de dévorer. Donc, je prends le mot en question et par des petites flèches, je vais tirer. Pour moi, l'étymologie, c'est des ficelles, donc je tire les ficelles du mot et on peut expliquer des mots qui semblent compliqués à travers l'étymologie. Donc, je suis parti de ça au départ. Et après, j'ai glissé sur plusieurs thématiques liées à l'Antiquité, soit le latin contemporain, je m'y suis frotté avec du vocabulaire qui n'est pas toujours évident, ou alors avec tout simplement des fiches de vocabulaire. Là, en ce moment, ce qui me plaît beaucoup, c'est produire des fiches de vocabulaire sur du lexique du quotidien. Là, je suis en train de préparer un post sur les différents outils, donc le marteau, tout ça. Est-ce que vous pouvez, en plus de chronophage, nous citer des termes qu'on peut facilement expliquer ? Je crois qu'il y a la peur du nombre 13 que j'ai regardé comme vidéo. Alors la trisdécaphobie, c'est donc la peur du nombre 13, parce que tout simplement, tris, c'est le préfixe signifie 3, déca signifie 10 et phobie, donc c'est la peur. Les phobies et les manies, c'est toujours très drôle de décortiquer tout ça. Donc les élèves découvrent énormément de vocabulaire grâce à ces phobies. On peut littéralement dire que c'est un mal pour un bien. Mais voilà, donc la psychologie réussit aussi à exploiter des ressources de la langue grecque, mais tout comme les autres sciences peuvent le faire. Aujourd'hui, nos jeunes sont dévorés par les écrans et par les réseaux sociaux. Est-ce que vous constatez cela aussi en cours au collège ? On le constate surtout dans le temps d'attention. C'est difficile de faire des activités qui durent même 20 minutes. Laisser des élèves en autonomie sur des activités, ça devient de plus en plus complexe parce que ils vont être sollicités par le moindre bruit dans la salle, par un camarade qui va faire quelque chose. Enfin, je sais que j'ai pas le public le plus facile qui soit, mais dans tous les cas, ils vont énormément réagir. Donc c'est difficile de les canaliser sur un exercice. Alors une heure de cours, c'est souvent plus complexe. Et de même, si quelque chose les ennuie, ils vont avoir tendance à zapper et à essayer de passer à autre chose. Les réseaux sociaux peuvent apporter beaucoup de choses. On le voit avec tous les contenus culturels que mes consoeurs et confrères produisent régulièrement. Mais je ne pense pas que ce soit ce que consomment la plupart de mes élèves. En tout cas, de ce que j'entends de temps en temps quand ils parlent des réseaux sociaux, ce n'est pas tout à fait ça qu'ils regardent. Comment on peut agir contre ça ? À notre niveau en tant qu'enseignant, évidemment en évitant d'utiliser le téléphone en classe, il y a des activités qui peuvent pousser à l'utiliser, que ce soit de la recherche, de la création. Quand on l'utilise en classe, il faut vraiment veiller à ce que ce soit se concentrer là-dessus et qu'il n'y ait pas de dérive vers la notification Snapchat ou autre, ce glissement qui se fait assez vite. Et pour la société en général, je sais que là, beaucoup de gens sont en train de se pencher dessus. J'ai du mal à me positionner vraiment sur
Sur l'utilisation, non. Évidemment, on limite, on a des applications pour limiter le temps d'écran des enfants. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps. Mais pour le reste, ouais, je me pose beaucoup de questions, savoir comment la société peut éviter que les élèves soient, enfin les enfants là pour le coup, soient absorbés par les écrans et surtout par les réseaux. Les parents de vos élèves, que vous voyez, j'imagine, assez régulièrement, sont inquiets? Souvent, ils sont démunis. Ils vont se retrouver avec des enfants qui se couchent extrêmement tard parce qu'ils utilisent le téléphone. Quand j'ai commencé, c'était les jeux vidéo. Donc on en a toujours hein, qui vont être sur leur console jusque très tard. Mais les parents ont parfois du mal à prendre le téléphone, à limiter la connexion, parce qu'ils savent très bien que parfois ça peut être explosif. C'est souvent ce problème-là de voir des parents qui ne savent pas comment prendre en charge les choses. Alors, on passe le dossier généralement aux collègues psy-EN, donc aux psychologues de l'éducation nationale, et au CPE. C'est souvent ces personnes ressources-là qui peuvent aider pour gérer ce problème de temps sur les écrans à la maison. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour restaurer l'autorité des professeurs en classe? Est-ce que vous avez des soucis d'autorité dans votre établissement? Oui, il y a des problèmes d'autorité. Alors, ça dépend toujours qui. Il est vrai que quand il s'agit d'un homme avec une grosse voix, c'est peut-être plus facile d'obtenir la concentration ou le silence dans une classe que malheureusement d'autres collègues. Je pense qu'il y a quelque chose alors de l'ordre du sensible aussi, de la part des élèves face à leurs enseignants, mais comme ça a toujours été. Mais il y a de plus en plus de problèmes. Là, en salle des profs, je le vois au quotidien. On a des altercations entre des élèves et des professeurs parce que les élèves vont chercher soit du détail sur une attitude, soit ils vont trouver qu'une punition est injuste. Moi, ce que j'essaye de faire en classe, c'est d'être vraiment le plus juste possible, ne serait-ce que sur l'oubli de matériel, sur des choses assez basiques, mais dès le début d'année. Quand il y a une confiance qui s'installe entre l'enseignant et les élèves, on arrive à limiter les problèmes. J'en connais des soucis. J'ai eu encore cette année des élèves un peu problématiques. Donc il y en a certains avec qui c'est très compliqué, voire quasiment impossible de faire une séance sereine. Mais pour le reste, je pense qu'il y a toujours des moyens. Après, est-ce que c'est la société qui doit avoir un meilleur regard sur les enseignants? Peut-être. Est-ce qu'on doit arrêter de limiter le travail du professeur au temps de vacances ou au week-end, au mercredi après-midi, qui sont souvent les points mis en avant par les détracteurs de l'enseignement? Je trouve toujours ça un peu perturbant. C'est-à-dire que pendant le Covid, tous les parents étaient derrière les enseignants en disant que c'était un travail très difficile, d'avoir les enfants toute la journée, de les faire travailler, tout ça. Et je pense que là, on est dans une période où on a oublié à quel point l'enseignement est quelque chose de fatigant, de difficile, qui ne s'improvise pas. Donc on revient sur des thématiques de est-ce qu'il ne faudrait pas que les profs aient moins de vacances, fassent plus d'heures. Là, la société a un peu de mal à se placer aussi. Pour revenir vraiment à l'autorité, je pense que c'est un regard sur l'école. Si dans un rendez-vous, par exemple, un rendez-vous entre des parents et des profs, quand il y a les enfants en particulier, des parents vont d'abord essayer de comprendre la situation, pas forcément partir du principe que leur enfant a raison. C'est souvent ça le nœud du problème. Hein. C'est de voir que l'enfant a tout d'abord raison et que c'est forcément l'autre qui a fait la faute. Donc ça, j'en vois beaucoup des parents qui disent « mon fils n'est pas comme ça, ma fille n'est pas comme ça, donc c'est pas normal ». En fait, on a assisté à quelque chose de clair et précis. Si on établit un rapport d'incident pour dire « il s'est passé ça », c'est qu'il s'est passé ça. Merci beaucoup Guillaume. J'en viens à la question traditionnelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous? Il y en a un en particulier, alors parce que c'est un ami, donc j'ai aussi envie de parler de lui. Sébastien Grimaud, du conte Étimo Curieux. Alors on est dans le même mouvement de l'apprentissage de la langue française à travers les langues anciennes, mais je pense vraiment qu'il s'engage dans pas mal de dossiers, sur pas mal de dossiers, donc je pense que ce serait un bon candidat. Merci beaucoup Guillaume Diana. Je rappelle que vous êtes professeur de français, latin et grec et que vous avez créé un compte Instagram qui s'appelle Le prof de latin grec. Le prof de latin grec, que je vous invite à regarder. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je rappelle que les engagés sont disponibles sur Le Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.
Le Figaro Histoire, la grande guerre des Grecs. Léonidas, Xerxès, Marathon, les guerres médiques sont une épopée immense qui a inspiré le cinéma. Entre batailles mythiques et héros de légende, le Figaro Histoire raconte ce choc des mondes entre Grecs et Perses. Le Figaro Histoire, la grande guerre des Grecs, en vente chez votre marchand de journaux.